Alors, quels sont les coûts d'agence dans la relation actionnaire-manager? Donc, il y a une relation d'agence et cette relation va supposer des coûts. Ces coûts, ils vont être là comme conséquence de la relation d'agence ou pour éviter les mauvaises conséquences de la relation d'agence. Donc, des coûts de surveillance ou des coûts d'incitation qui vont être supportés par le principal. Donc, dans ma relation actionnaire-manager, oui, je ne vous ai pas précisé ça, le principal, c'est l'actionnaire. L'actionnaire qui confie au manager, qui devient donc l'agent, de gérer l'entreprise à sa place. Donc, on met en place des coûts de surveillance, on met en place des systèmes de surveillance pour voir en permanence si les décisions sont conformes aux intérêts des actionnaires. Donc, ça, on verra, ce sont des structures, des structures de la gouvernance d'entreprise, hein, des comités stratégiques, d'audit, de rémunération, hein, qui sont là pour faire des études sur l'action de la direction en permanence. Puis, aujourd'hui, on préfère des coûts d'incitation. On préfère des incitations, donc qui représentent des coûts. Alors, les incitations, elles sont financières pour l'essentiel. Hein, c'est-à-dire, c'est des rémunérations qui vont être prévues pour le dirigeant qui a bien agi vis-à-vis de ses actionnaires. Ça s'appelle des bonus ou ça s'appelle des stock options. Hein, on reparlera donc de ces stock options un petit peu plus loin. Donc déjà, ça coûte. Et puis, à côté de ces coûts de surveillance et ou d'incitation, il y a des coûts d'obligation. Alors là, cette fois-ci, les coûts d'obligation, c'est l'agent, c'est-à-dire c'est le manager, qui le supporte. Et quelle est la nature de ce coût? Eh bien, le manager doit prouver qu'il fait bien son travail et qu'il assume bien sa mission et qu'il défend bien les intérêts de ses actionnaires. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va défendre son bilan, ses comptes, sa stratégie devant le conseil d'administration ou l'assemblée des actionnaires. Ça veut dire qu'il va publier en permanence des rapports, enfin en permanence, 2 fois par an pour les plus grosses sociétés, des rapports d'activité qui montrent ce qui a été réalisé et l'état supposé réel de l'entreprise. Ça veut dire aussi qu'il va prendre la décision de réaliser des audits par des consultants indépendants de l'entreprise sur un certain nombre de questions pour prouver sa bonne foi ou la qualité de sa gestion. Donc ces coûts-là, c'est directement supporté par le manager. Supporté, c'est pas lui qui va payer, c'est l'entreprise, si vous voulez, mais supporté dans le sens où c'est lui, ça fait partie de ses missions et donc du temps qu'il va passer. Hein. Quand il passe du temps à se justifier du bien fondé de ce qu'il a fait ou de ce qu'il va faire, il ne passe pas de temps à faire. Hein, et c'est bien une notion de coût. Et puis, troisième type de coût, ce qu'on appelle les coûts résiduels, qui se résume par cet adage populaire, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous confiez à quelqu'un d'autre le soin de faire quelque chose à votre place, c'est forcément moins bien fait que si vous le faisiez vous-même. Hein, c'est le problème du bricoleur et de l'artisan. Le bricoleur qui n'est jamais satisfait des travaux de peinture faits par l'artisan parce qu'il n'a pas nettoyé le sol, il y a des gouttes sur les vitres, etc. Il n'a pas nettoyé. Alors que le bricoleur, lui, aurait passé plus de temps, mais tout aurait été nickel, c'est normal, c'est chez lui. Hein, donc on comprend bien le fondement de ça. Ça veut dire que si l'actionnaire avait été manager, eh bien, il aurait forcément plus fait et mieux fait pour la réussite de l'entreprise. C'est pour cette raison que les entreprises dites du capitalisme familial, où les actionnaires principaux et les dirigeants, par définition, sont confondus, sont, d'une manière générale, beaucoup plus performantes que les entreprises managériales. Voilà une justification de cette réalité des milieux d'affaires aujourd'hui. Alors, quelles sont les solutions envisageables pour éviter ces comportements opportunistes des managers?
Alors, il y a plusieurs solutions. Toujours pareil, on peut passer par les contrats, par la spécification des contrats. Donc, dans quel cas, sur les contrats, on doit mentionner tous les cas de révocation du dirigeant et les cas de perception ou non d'indemnité et aussi ce qu'on appelle les golden parachutes, c'est-à-dire quasiment la rente que le manager va éventuellement pouvoir percevoir si il est débarqué. Alors le golden parachute, c'est plutôt pour protéger le dirigeant des actionnaires, le manager des actionnaires. Hein, on va voir dans la théorie de l'enracinement, c'est les méthodes qui sont utilisées par les managers pour conserver le pouvoir. C'est-à-dire si vous me débarquez de manière brutale, vous me devez 600 millions d'euros. Hein, et la somme est très très importante pour qu'on y réfléchisse à deux fois. Hein, qu'on ne débarque pas le manager au moindre prétexte. Alors, on peut mettre aussi en place des structures de contrôle et de surveillance. Donc ça, c'est le gouvernement d'entreprise. Hein. Il y a la gouvernance d'entreprise qui montre quels sont les rapports de pouvoir dans l'entreprise. Et le gouvernement d'entreprise, ce sont les institutions de l'entreprise, hein, style conseil d'administration, direction générale, et puis un certain nombre d'institutions satellites. Notamment, alors, qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue de la gouvernance du gouvernement d'entreprise ? On peut déjà conformément aux recommandations de la loi française depuis un certain nombre d'années, dissocier les rôles, les fauteuils de président du conseil d'administration et de directeur général. Hein, qu'il n'y ait plus la collusion entre les deux, qu'il n'y ait plus de PDG, mais des présidents d'un côté et des DG de l'autre. Quel est l'intérêt de ça ? Je ne suis pas, en tant que dirigeant, c'est moi qui connais l'entreprise et c'est moi qui décide de sa stratégie. En tant que président, c'est moi qui fais valider la stratégie du dirigeant. Hein, c'est un côté quand même double casquette qui est assez malsain. Bon, d'un autre côté, c'est efficace. Hein, il n'y a qu'un seul personnage dans les deux rôles et donc on peut penser que les décisions sont prises de manière efficace. Mais ça pose un problème effectivement de juger partie prenante, si vous voulez. Donc, on recommande cette dissociation entre président et directeur général. On recommande aussi, l'apparition et la mise en place de comités ad hoc, c'est-à-dire justement des structures qui vont en permanence travailler sur le travail du dirigeant. Hein, donc on a par exemple des comités stratégiques, un comité stratégique où des spécialistes de stratégie vont étudier bien longtemps à l'avance les plans stratégiques du manager, hein, avant que celui-ci ne puisse les présenter. Hein, et donc on va avoir le recul nécessaire pour en voir toutes les implications. On va éventuellement demander des études complémentaires. C'est très très important ça. Il y a des comités d'audit un peu partout. Donc d'audit financier, bien évidemment, mais aussi d'audit fonctionnel. Tiens, on va aller voir comment ça se passe dans le marketing. Est-ce qu'ils ne sont pas en sureffectif ? Quelle est la réalité du travail effectué, etc. Hein, donc on va aller sonder à certains endroits de l'organisation. Donc ce sont des comités d'audit. Et enfin, le plus important peut-être, hein, du point de vue de la gouvernance, des comités de rémunération qui vont décider à quel titre le dirigeant ou les principaux dirigeants de l'entreprise vont percevoir des augmentations de rémunération et sous quelle forme. Hein, plutôt que c'est le PDG qui s'attribue sa propre augmentation de rémunération. Hein, donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tout ça reposant, là aussi, conformément aux recommandations de la loi française, d'un certain pourcentage d'administrateurs indépendants, c'est-à-dire qui ne soient pas partie prenante de l'entreprise, qui n'aient pas été d'anciens salariés, qui ne soient pas des cadres dirigeants, etc. Hein, donc des administrateurs indépendants. Donc ça risque d'améliorer effectivement la gouvernance de l'entreprise parce que le dirigeant va être
plus, entre guillemets, surveillé, plus contrôlé que dans des structures classiques de gouvernance. Enfin, on met en place un système d'incitation, là aussi, pour que le dirigeant soit conforme aux intérêts des actionnaires. La meilleure incitation possible, c'est de transformer le dirigeant en actionnaire. Si vous transformez le dirigeant en actionnaire, il devient patron, en quelque sorte, dans l'absolu, puis il n'y a pas de problème de gouvernance, parce que l'actionnaire et le dirigeant, c'est le même homme. Bon, le problème dans la grande entreprise, c'est que le manager, il ne va pas être le seul actionnaire. Mais on peut le rendre suffisamment actionnaire pour qu'il se sente concerné par le sort des actionnaires, c'est-à-dire par son propre sort. Alors, ce sont les rémunérations variables, évidemment, qui sont recommandées. Donc les bonus, tu réalises un super résultat cette année, un bonus a été tarifé pour cela, tu vas toucher 12 millions d'euros supplémentaires de rémunération, parce que, effectivement, les résultats atteints sont exceptionnels. Et puis, ce sont les stock options. Alors, je suppose que vous connaissez le mécanisme des stock options, pour faire simple, et sans rentrer dans la technique de ces plans d'options sur action. Un stock option, c'est, on dit à une personne, un cadre dirigeant, voilà, aujourd'hui le cours de l'action c'est 10 euros, eh bien on te fait un plan de 10 000 actions aujourd'hui, mais ce plan, tu ne pourras en profiter que dans 5 ans. Mais dans 5 ans, tu achèteras ces actions au prix d'aujourd'hui, c'est-à-dire à 10 euros. Vous comprenez bien l'intérêt. Si le dirigeant a bien fait son boulot, l'entreprise a prospéré, la capitalisation boursière augmente, le titre augmente, et donc le titre qui valait 10 euros au moment où le plan de stock option a été attribué et va devenir, je ne sais pas, 50 euros, on est chez Apple, va être de 50 euros 5 ans plus tard, au moment où le dirigeant va être en mesure de lever son option d'achat. Qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Donc, il a acheté quelque chose, il ne l'a pas acheté, il ne l'a pas payé. C'est un droit de souscription à terme de l'option. Donc 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, eh bien, il est potentiellement propriétaire de 10 000 actions à 10 euros, alors que ces actions, s'il les revend tout de suite, elles valent 50 euros. Donc il a gagné 400 000 euros, potentiellement. Donc son intérêt, c'est effectivement de tout faire pour que la valeur du titre augmente, de manière à ce que lui puisse générer un gain maximal. Alors l'idée, c'est de toujours lui donner des plans de stock option. C'est-à-dire qu'en permanence, il valorise son propre patrimoine. Donc voilà ce que l'on peut faire avec les plans de stock option. Remarquez, et c'est un peu la limite du dispositif, que c'est une rémunération qui est favorable au bon comportement des dirigeants, mais qui ne les pénalise pas s'ils ne se comportent pas bien, parce que le dirigeant ne perd rien. Enfin, si il a un manque à gagner, il perd ce qu'il aurait dû gagner s'il avait bien agi, si vous voulez. Mais il n'aura pas de l'argent en moins sur son compte bancaire. C'est-à-dire que s'il agit mal, il n'élèvera pas ses options. C'est aussi simple que ça. On pourrait envisager de rémunérer simplement les dirigeants avec des options, avec des actions. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'acheter des actions. Enfin, plutôt que d'être payés en euros, on les paye en actions. Et donc, s'ils agissent mal, ils perdent du revenu, puisque leur portefeuille d'actions vaut beaucoup moins. Ça, ce serait beaucoup plus incitatif, en tous les cas, pour éviter les comportements les plus désastreux. Donc voilà ce que l'on peut faire pour améliorer cette relation actionnaire-manager et donc faire que les managers agissent toujours dans le sens et les intérêts des actionnaires. Alors il y a une autre, je vous le signale parce que c'est anecdotique, le marché déjà il donne effectivement, il a une réaction qui incite à une bonne gouvernance et à un bon comportement des managers. C'est le risque d'OPA. C'est donc ce que j'appelle une incitation naturelle du marché financier. Alors là, c'est pour les entreprises cotées. Qu'est-ce qui se passe? Un dirigeant agit mal.
Il n'agit pas dans l'intérêt de ses actionnaires. Donc il agit mal économiquement, parce que si le cours baisse, du titre baisse, et si les dividendes baissent, c'est que les performances de l'entreprise se sont dégradées. Donc, ce faisant, qu'est-ce qui va se passer ? L'entreprise, potentiellement, va être sous-évaluée. Pourquoi je dis sous-évaluée ? Parce qu'elle est évaluée en fonction de la mauvaise gestion de son manager. Mais peut-être ses actifs sont très très bons. Et comme elle est sous-évaluée, c'est-à-dire qu'il y a un écart entre son prix réel et son prix à un moment donné, déterminé par le marché, eh bien, elle va être susceptible de supporter une OPA. C'est-à-dire une agression d'une entreprise étrangère qui va chercher à en prendre le contrôle capitalistique. Et ce faisant, si ça marche, cette OPA, quelle est la première victime de l'OPA ? Le premier débarqué ? Eh bien, c'est le dirigeant. Rajoutons que si les actionnaires ont été mal servis par ce dirigeant, en cas d'OPA, ces mêmes actionnaires vont être nettement moins réticents à vendre leurs titres à la société prédatrice, parce que effectivement ils sont mécontents de la mauvaise gestion et que de toute façon la société prédatrice va proposer aux actionnaires de racheter leurs titres à une valeur supérieure à celle du marché. Donc l'OPA est aussi une arme naturelle, si vous voulez, pour quelque part s'assurer de la bonne gestion d'un manager. Bon, ceci étant dit, c'est un peu extrême comme mesure parce que ça remet en cause l'indépendance de l'entreprise, la répartition du pouvoir, l'équilibre entre les actionnaires, etc. Donc c'est très très lourd de conséquences. Mais il faut mentionner effectivement que le marché a lui aussi ses propres mécanismes assurant l'intérêt des actionnaires. Alors, il y a des réactions des dirigeants, pour en finir avec cette théorie de la gouvernance. Il y a des réactions des dirigeants à toutes les mesures qu'on met en place pour qu'ils soient super conformes aux intérêts des actionnaires. Et donc, je vous disais tout à l'heure, le golden parachute, c'est-à-dire de prévoir une indemnité de départ anticipée colossale, effectivement, c'est s'assurer qu'on ne va pas être débarqué pour le moindre risque. Alors, ça défraie souvent la chronique, on se dit c'est quand même scandaleux, tel dirigeant qui n'a même pas fait de bénéfice depuis 2 ans, dont la gestion est très critiquable, va partir avec 300 millions d'euros. C'est un petit peu les termes du débat que l'on entend dans notre pays. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces Golden Parachutes, ils ont été signés au moment où on a recruté le dirigeant. Si vous voulez, c'est dans la corbeille de la mariée, on a mis des Golden Parachutes pour attirer les meilleurs dirigeants possibles. Donc c'est quelque chose où, même si c'est le dirigeant qui a forcé pour augmenter le Golden Parachute, en tous les cas, c'est le prix pour qu'il vienne. C'est le prix de sa réputation. Donc c'est totalement conventionnel et contractuel. Donc derrière, on n'a pas à le remettre en cause, même si ça nous paraît totalement immoral qu'un dirigeant qui finalement n'a pas fait ses preuves reparte avec une fortune. Mais il ne faut pas oublier l'origine de ce type de choses. En tous les cas, ça fonctionne comme un frein pour se séparer d'un dirigeant. Et puis, on a aussi, dans le même ordre d'idée, les retraites chapeau. C'est-à-dire que, en plus de la retraite auquel a droit tout dirigeant, évidemment et naturellement, eh bien, il va se prévoir une rente, on peut appeler ça comme ça, ces rentes qui peuvent être couramment de plusieurs millions d'euros par an, donc une rente à vie à partir du moment où le dirigeant est à la retraite. Alors là aussi, c'est des incitateurs pour se débarrasser du dirigeant rapidement.